Bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis très très content d'être là avec un garçon qui a aussi de connaissances que sa taille, donc 2 mètres, donc vous imaginez. C'est Théodore de Sarami. Oui, salut à tous. Non, je pense que j'ai un peu plus de taille que de connaissances rugby. Effectivement, merci Thierry pour ton accueil. Ravi d'être là avec toi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé parce qu'on a eu plein de choses à faire et que nous restons un podcast familial. Donc de temps en temps, les contraintes familiales prennent le dessus. C'est vrai, c'est vrai. Juste pour démarrer, on a un petit message d'un certain Daily Trier sur iTunes qui nous a mis 5 étoiles. Merci beaucoup Daily. Qu'est-ce qu'il a dit alors? Ben, écoute, effectivement, je pourrais pas le dire aussi bien que toi son nom, mais il écrit Great Podcast et après il écrit en français je suis un roast beef qui adore le rugby français et c'est un superbe podcast que je vis le rugby français. Donc, j'ai pas tout compris, mais on a l'impression que il nous adore parce qu'il adore aussi le rugby français. Donc, mon cher Daily Trier, qu'est-ce que c'est? Trier, c'est marqueur d'essai en plus, c'est un truc de fou ce Ouais, nom. c'est très bien. Ouais, c'est un très bon nom. Et ben, merci infiniment, cher Daily. C'est un marqueur d'essai tous les jours. C'est ça. Bon, merci Daily. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur iTunes et les likes et tout ça sur tous les réseaux sociaux. Moi, je voulais juste dire un petit merci perso à Cap Pontarlier, de rugby de Pontarlier, et aussi mon équipe ORC pour leur soutien lors de ce moment où j'avais mon fiston qui était à l'hôpital et j'ai beaucoup apprécié les valeurs de rugby qui sont bien vivantes. Et merci au PAC aussi pour tout votre soutien. Bon, écoute, on a énormément de rugby en ce moment. Oui, on a un peu de retard. Ouais, c'est vrai. On était un peu absent. On a plein de choses à se dire. Moi, j'ai pensé pourquoi pas démarrer avec les plus loin, mais les meilleurs, c'est des All Blacks. Oui, All Blacks, donc petite opposition habituelle, mais qui devient habituellement dramatique avec ce 102-0 qu'ils ont infligé au Tonga, et toujours cette question qu'on se pose, et nous, on n'est pas trop d'accord que les matchs dépassent les 100 points entre deux équipes. On a l'impression que quand il y a un score pareil, en fait, c'est que le match devrait pas avoir lieu, parce que ça tourne... à l'humiliation pour l'équipe qui prend autant de points. 2, je pense qu'au bout d'un moment, ça devient un peu dangereux, même pour la santé des joueurs. Et puis 3, comme le disait le Cid, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc à quoi ça sert en fait de faire des matchs comme ça? Je pense que quand les Néo-Zélandais ont envie de jouer contre les Tonga, il faut qu'ils envoient une équipe différente, tout simplement, pour faire des matchs équilibrés. Et je pense que tout le monde s'en sortira beaucoup mieux. Ouais, c'est marrant parce que c'était une question que j'avais pour toi. Est-ce que, par exemple, là, on va parler un petit peu des États-Unis contre l'Angleterre ou la France, l'équipe un peu B, bis qui va en Australie. Est-ce que les All Blacks, ils ont une équipe B ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'ils envoient toujours leur meilleur, quoi. Ouais, alors je sais pas, ils ont forcément une capacité à faire une équipe avec des jeunes. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont toujours tellement bons, et je pense que quand tu as le maillot de la Fougère, vraiment, c'est transcendant de toute façon. Et puis il y a une telle concurrence dans ces équipes entre Néo-Zélandais que il faut être absolument le meilleur possible pour avoir une chance d'être invité la prochaine fois. Donc moi je pense que le problème c'est plutôt All Blacks Tonga, c'est-à-dire est-ce qu'il faudrait pas faire des matchs de province contre les Tonga ou des choses comme ça? Ce serait peut-être un peu humiliant pour les Tonga aussi, mais est-ce que c'est pas encore plus humiliant de perdre 102-0? Qu'est-ce que ça a comme sens? Voilà. Fidji a un peu mieux fait. Ils étaient 57-23, mais quand même, je pense qu'ils étaient très bons dans la première mi-temps de mémoire. Donc, ça fait plaisir de voir pour Fidji. Et mais 57-23, ça n'a rien à voir comme score avec 102-0. D'abord, il y a 23. 23, c'est beaucoup. Enfin, je veux dire, marquer 23 points à une équipe, c'est marquer plusieurs essais, plusieurs pénalités, etc. Donc, c'est tout à fait honorable. Et 57, oui, bon, pendant la dernière demi-heure, les Blacks ont un peu déroulé. C'est une équipe supérieure. 50 points, je veux bien. 100 points à 0, aucun sens. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup trop. Il y a quand même des Lions aussi, des Lions de Britannique. On n'a pas eu l'opportunité de parler de cette équipe et en fait, ça fait un peu plaisir quand je regarde parce que normalement, j'ai l'habitude de les voir dans leur couleur habituelle, donc Irlande, Pays de Galles, Écosse, l'Angleterre et tout ça. Et donc ça, maintenant de voir tout le monde mélangé, j'essaie de voir, tiens, est-ce que je reconnais cette équipe? Je suis assez fier de moi, je suis pas mal. Donc j'ai vu le premier mi-temps du premier match, donc c'était Japon contre les Lions.
Donc Japon, franchement, c'est une équipe que j'adore voir jouer. Ils sont hyper stylés, quoi. Ils sont hyper rapides. Mais en Hyper fait, rapide. bon, ça finit à 28-10, mais tu n'avais aucun moment dans ce match, j'avais le sentiment qu'ils pouvaient gagner, Japon. C'est vraiment le heavyweight, c'est les Lions, et ils sont bons, les Japonais, mais ils ont un classe inférieure, en fait. Oui, c'est une division en dessous et en même temps, c'est un score qui est tout à fait honorable. Ce qui a été très triste sur ce match-là, c'est que les Lions ont perdu leur capitaine d'entrée dans les premières minutes du match, Allen Wynne-Jones, qui est, on le sait, nous qui avons joué devant, une sorte de joueur fétiche pour nous, puisqu'il en est à, je sais pas, avec les Lions, un peu plus de 150 sélections cumulées entre le Pays de Galles et les Lions. Et puis lui, l'avantage, c'est que les Lions, c'est un maillot rouge aussi, comme le Pays de Galles. Donc il n'a pas l'impression de changer. Et il se blesse d'entrée, donc il va pas faire la tournée, il va pas faire les vraies confrontations contre les Sud-Africains. Et ça, c'est éminemment dommage. En plus, ils ont perdu Tipuric, le troisième ligne, qui s'est blessé également. Donc je pense que pour eux, ça a été vraiment soupe à la grimace ce match-là, même s'ils l'ont gagné. Et puis ensuite, ils ont enchaîné avec, en arrivant sur le sol sud-africain, ils ont joué contre des provinces, ils ont passé 50 grains aux deux provinces en question, dont une qui s'appelait les Lions et l'autre qui s'appelle les Sharks. Ces équipes anglo-saxonnes sont plus fortes que nous pour le branding, et donc ils arrivent toujours à mettre des animaux à la tête des équipes, ce qui est super sympa comme message. Mais maintenant, les choses commencent sérieusement si le Covid les laisse jouer contre l'Afrique du Sud pour les matchs à venir. J'espère qu'on fera un épisode après les deux matchs contre l'Afrique du Sud, ce serait vraiment sympa. Ouais, c'est sûr, parce que franchement, j'ai vraiment plaisir de regarder cette équipe. Je pense que c'est la première fois que je suis assez dans le rugby pour comprendre. En fait, vraiment, c'est des top de top, quoi. C'est le top du top, et puis c'est tout ce qu'on aime aussi dans ce sport, c'est à la fois une équipe, et aussi c'est tellement empreint d'histoire. C'est ça qui est incroyable dans le sport anglais, britannique, qui sont les inventeurs quand même de tous les sports collectifs. Aujourd'hui, on enregistre juste avant la finale de l'Euro. Donc, est-ce qu'ils vont gagner un titre majeur pour la première fois depuis 55 ans? Et comme tu m'avais dit cette phrase, il disait maintenant, entre eux, pour rigoler, il faut qu'on invente d'autres sports, parce que je crois que les autres ont compris comment on joue. C'est-à-dire qu'ils ont quand même inventé tous les sports, mais ils arrivent plus à gagner, en particulier même au foot, au tennis, ça, à part Andy Murray qui est écossais en plus, qui est pas vraiment anglais. Mais surtout, ce qui est génial avec cette équipe des Lions, c'est à quel point c'est à la fois une équipe moderne, avec toutes les exigences du sport de très haut niveau d'aujourd'hui, avec les valeurs que ça trimballe, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui est complètement enraciné dans l'histoire de l'Empire britannique, puisque la plupart du temps, ils vont en plus faire ces tournées dans des pays du Commonwealth, avec tout un relent qui est devenu amical maintenant et affectueux, d'ex-colons avec ces pays colonisés, mais ce lien très particulier que les Anglais ont gardé avec tous les pays du Commonwealth, etc. Donc on est aussi, je trouve, dans un livre d'histoire quand on regarde ces matchs-là. Et on pourrait faire une photo à chaque fois sur ce qui se passe sur le terrain et se dire, bah voilà, tiens, c'est qui ces Sud-Africains, c'est qui cet Anglais, cet Irlandais, et finalement rembobinons, il y a 30 ans, il y a 50 ans, il y a 150 ans, c'était quoi? Et ben en fait, on pourrait raconter aussi l'histoire de leurs parents, de leurs grands-parents, avec cette appartenance. Et aujourd'hui, c'est le rugby qui cimente tout ça. C'est pour ça que j'adore les Lions britanniques et qu'il faut regarder ces matchs-là, parce qu'il y a une culture extraordinaire qui est véhiculée, quoi. Bah, écoute, en tout cas, tu me donnes envie de regarder les prochains matchs, ça c'est sûr. Donc, tiens, tu parlais de l'Empire britannique et des colons. Bah, il y a Independence Day le 4 juillet, pour moi, hein. Independence Day aux États-Unis. Il y avait l'Angleterre contre USA à Twickenham, où il y avait 10 000 spectateurs. Et 3 jours plus tard, il y avait 65 000 pour les Euros. Il faut m'expliquer ça quand même, j'ai rien compris. Bah, tu sais, on est dans les problèmes de réglementation avec ces histoires de confinement, déconfinement, ouverture progressive, machin. Donc, il suffit que ce soit 10 000 jusqu'à telle date, et puis après telle date, on peut augmenter la jauge, et puis voilà. Mais peut-être que de toute façon, ils n'auraient pas réussi à réunir plus que 10 000 pour voir England USA. Non, je plaisante, je pense pas. Oh. Je pense que c'est méchant. C'est méchant. En tout cas, ça m'a fait plaisir. J'étais en train de regarder le foot. Hein, on parle jamais de ce sport-là avec le ballon en rond. Mais j'ai regardé ce match et ça m'a fait plaisir de voir tous ces Anglais dans leur stade en train de gagner ce match. C'était quand même assez agréable de voir le sport vraiment recommencer avec des stades pleins comme ça. C'est génial. Oui, c'était génial. C'est vrai que c'est un peu inquiétant aussi parce qu'on voit qu'il y a des clusters à droite, à gauche, etc. Et donc, j'espère que tout ça va pas finir mal pour certaines personnes. Mais revoir là,
des matchs avec du monde dans les stades, c'est vrai que on a l'impression de revivre. Là, j'ai regardé tout à l'heure Djokovic enchaîner son 20e Grand Chelem hein, contre un Italien. Un gros week-end pour les Italiens en Angleterre, hein, parce que Berrettini cet après-midi en finale, et puis ce soir le foot. Donc, si les Anglais gagnent en plus, ce sera vraiment soupe à la grimace pour les spaghettis. Mais je dois dire, c'est pas souvent le cas. Mais ce soir, moi, j'ai un peu envie d'être pour les Anglais parce que j'aime ces histoires où quand on n'a pas gagné depuis 55 ans, que c'est peut-être cette fois-là, et c'est en plus chez eux, après le Covid et tout, je trouverais ça assez fantastique que les Anglais gagnent à Wembley cet Euro. Ce serait aussi un pied de nez au Brexit. Donc, Ouais. de quoi écrire de l'histoire et de faire un peu de fun aussi. Mais bon, les Italiens ont aussi une super équipe de foot. C'est 2 équipes avec des jeunes joueurs et des joueurs expérimentés qui jouent bien. Donc, je pense que ça va être un beau spectacle. Et puis, je serais content dans les 2 cas. Voilà. Ouais, je sais pas. Bon, l'Angleterre, ils ont quand même battu USA en rugby. On va le laisser là, hein, au niveau du victoire. Donc 43-29. Mais quand même, j'étais fier de mes Américains parce qu'ils ont mes Eagles, parce qu'en fait, c'était la première fois depuis je sais pas combien d'années ils ont pas joué. En plus, la MLR l'année dernière, c'était compliqué au niveau de Covid et tout ça. Mais ça fait vraiment plaisir de voir que mon équipe a pu marquer certains essais contre. Bon, bien sûr, c'était une équipe d'Angleterre bis, hein, mais ça fait quand même plaisir, surtout à la fin. Ils marquaient 2 essais, un peu de l'honneur. Donc ça ça montre qu'ils ont certaines capacités physiques qui n'étaient pas toujours évidents au début parce que bon, capacité physique et maintenant quand même commence à comprendre un peu comment le jeu de rugby ça fonctionne. En face à ça, il y avait Pays de Galles contre Canada, Pays de Galles 68, Canada 12. Je me sentais super bien jusqu'à l'Irlande a battu l'USA récemment 71-10. Donc là, je peux rien dire en fait. Ils n'avaient pas mis une équipe B peut-être. Oui, peut-être. Bon, allez, retour sur la France. Et aussi, on n'a pas eu l'opportunité de parler de ce final de top 14. Donc, pour remettre tout ça un peu en perspective, il faut aussi parler de ce demi-finale. Demi-finale de La Rochelle contre Racing. La Rochelle 19, Racing 6. De mémoire, c'était assez facile pour les Rochelais. Ouais, c'est un match. Moi, j'ai été extrêmement déçu par ce match du côté Racing, hein, bien sûr. La Rochelle mérite tout à fait sa victoire. Les Racingman ont été complètement absents, en particulier devant, en touche. Dans les rucks et ils ont laissé une partie beaucoup trop facile à La Rochelle qui a pu mettre son jeu en place entre guillemets facilement. D'ailleurs, sans être large au score, Romain Sazi, le deuxième ligne et capitaine, sort à la mi-temps en disant non mais c'est bon, là oui ça va, puis on va gagner la deuxième mi-temps aussi. On sent qu'ils sont complètement sereins et donc j'espère que c'est vraiment un match enseignement pour le Racing parce que on peut pas avoir des velléité d'être champion de France, champion d'Europe, etc. et passer à côté autant sur des matchs comme celui-là, en particulier devant. Je pense que c'est très très bien d'avoir eu une fantastique politique d'intégration des jeunes joueurs qui sont des joueurs de talent, mais à un moment, il faut des joueurs un peu plus expérimentés et un peu plus durs contre des équipes comme ça pour faire pencher la balance du bon côté. Donc décevant pour le Racing, mais complètement mérité pour La Rochelle sur ce match-là. Effectivement. L'autre demi-finale, c'était Toulouse-Bordeaux-Bègles. Et de mémoire, c'était un super match, bien engagé jusqu'au dernier but. Il y avait quand même un chaos de Ntama que j'ai failli pleurer parce que de façon qu'il tombait sur la nuque et tout, j'ai pensé les pires des choses. J'ai pensé que c'était franchement horrible à regarder. Heureusement, il était dans les stades, dans les tribunes en train de sourire après le match. Mais j'avais super peur. Mais quand même, victoire Toulouse 24-21. Oui, c'était un mano à mano, effectivement, avec un carton rouge côté Bordeaux-Bègles pour ce plaquage appuyé et vraiment qu'on veut pas voir dans les stades. Donc Ah oui, grave. maintenant toutes les règles pour la protection des joueurs doivent arriver à empêcher ces gestes-là. J'espère que le centre qui a fait ce plaquage-là, non seulement il a été expulsé, mais je pense qu'il doit être suspendu. Il doit être suspendu assez lourdement. J'attaque pas la personne, hein. On est en train de parler de la survie de notre sport avec ces gestes-là. Donc il doit être suspendu. Et les joueurs. Ouais, des joueurs et donc de notre sport. Donc il doit être suspendu et il faut absolument faire de la pédagogie sur les gestes et les situations qui amènent à ces situations-là. On doit
les bannir du terrain. Comme tu l'as dit, l'image est horriblement impressionnante. Heureusement qu'Ntamak est là, mais on ne sait pas aussi, malgré tout, les séquelles que ça fait, ces gestes-là, sur la santé des joueurs. Donc, même s'il a repris ses esprits relativement vite, etc., c'est vraiment le geste de trop. Et puis, cette demi-finale, oui, finalement gagnée par Toulouse, après pourtant un très beau match de Bordeaux-Bègles. Hein. Et puis, il y avait en coulisses la concurrence entre Christophe Furios et Hugo Mola, avec le jeu de Christophe Furios qui joue le mépris sur Hugo Mola, qui dit je ne vous dirai pas ce que je pense de cette personne, etc. Je trouve qu'il en fait trop, Christophe Furios, il commence à me gonfler, et je trouve qu'il devrait mettre un peu la clim aussi, arrêter de prendre tout le monde de haut comme ça. C'est un super coach, c'est une certitude, c'était un bon joueur, c'est un super coach, mais justement, qu'il soit un mec bien et smart avec les autres, ce sera encore mieux. Oui, donc peut-être il fait un peu trop chaud à Bordeaux. C'est marrant parce que c'est toujours lui qu'on voit dans les journaux, et c'est un peu étonnant. C'est un peu l'entresens aussi de ce rugby, avec ses valeurs et tout ça. On a lui sur l'autre côté qui parle quand même pas mal, on va dire. Oui, les journalistes vont le chercher, ça fait le buzz. Donc quand ils savent que c'est un bon client, et Urios, il a toujours le bon mot, il manque pas d'intelligence, il manque pas d'esprit. Par contre, je trouve que ça donne une mauvaise image, voilà, de lui et de notre sport. Donc qu'il soit comme ça dans le vestiaire avec ses joueurs, c'est très bien. Mais qu'il fasse passer tous les gens du rugby pour des bourrins en se comportant comme ça, moi ça me gonfle. Voilà. Bon, ça nous ramène à cette finale, difficile, on va dire. Je pense que La Rochelle, bon, quand même, je pense que La Rochelle a gagné beaucoup de sympathie, je pense, en ce moment, surtout avec moi, on va dire. J'avais envie de voir cette équipe gagner. Toulouse, quand même, toujours, hein, c'est un peu le New England Patriots, hein, si vous suivez la NFL de le rugby, pour moi. J'explique ça en américain. Mais ce match était quand même un peu difficile à regarder, je trouvais. C'était un match un peu étranglé. Toulouse a pris la main tout de suite. La Rochelle tout de suite sur la défensive. Toulouse, à chaque opportunité pour marquer des points, ils ont fait. Je pense qu'ils ont vu que dans le Champions League Cup Final, ils ont vu, tiens, il faut vraiment profiter de chaque opportunité qu'on a. Il y avait un pénalité de 50 mètres, suivi par un drop surprise à 8 minutes à 6-0. 24 minutes plus tard pour les prochains points, un autre pénalité, un petit coup de magie avant le mi-temps, Colby qui fait un drop de 50 mètres, 12-0 pour Toulouse, et tu avais l'impression que La Rochelle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas avancer, et défense de Toulouse, incroyable aussi. Finalement, coup de pied raté aussi côté La Rochelle. Ramos, il ne rate rien, ce monsieur. Il marque les deux prochaines pénalités. On était à 18-13 avec 77 minutes. La Rochelle, bon, ils marquent un essai à la fin, mais bon, juste un match difficile et difficile pour La Rochelle. J'avais un peu de peine pour eux quand même. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord, c'est un match qui s'est passé sous la pluie, avec un ballon horriblement glissant. Donc, on n'a pas pu voir un beau match de rugby parce que les conditions pour tout simplement les 30 acteurs sur la pelouse étaient quand même très, très difficiles. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ? La Rochelle fait une première mi-temps catastrophique. Beaucoup trop de hors-jeu, des en avant dans tous les sens. Brice Dulin qui se casse la main quasiment sur la première action. C'est quand même hyper dur quand tu rentres sur le terrain, que tu es au taquet, que tu as besoin de tout le monde et que tu as un de tes match winners qui sort tout de suite. Ça fout un pet au casque, c'est absolument évident. En face de ça, tu as un collectif toulousain qui est quand même remarquable avec quand Ntamak qui est blessé, il joue pas, ils mettent Ramos en 10, Ramos il sort un match énorme, il ne rate rien comme tu dis, il est juste énorme, mais alors que c'est un remplaçant ou un joueur polyvalent qui font jouer un coup là, un coup là, un coup là, mais en fait tu le mets en 10, c'est un monstre. Pita Aki, le défenseur, des plaquages aux chevilles qu'on voit quasiment plus, mais d'une efficacité absolument redoutable. Et puis Yaya West qui rate son premier coup de pied, là aussi un peu comme un symbole. Ils disent merde, c'est un peu comme en Coupe d'Europe. Voilà. Et puis c'est aussi dans les grands matchs que les grands joueurs se révèlent. Et quand tu as notre ami l'ailier sud-africain qui claque son drop de 50 mètres comme ça, comme à l'entraînement, comme à la parade, tu te dis c'est le jour des Toulousains, voilà. Donc c'est très décevant pour les Rochelais parce que cette année ils font une magnifique saison et perdent 2 finales 2 fois contre la même équipe, donc il n'y a pas photo, ça veut quand même dire qu'ils sont derrière statistiquement, voilà. Mais ils ont, comme tu dis, gagné, je pense,
une grande sympathie auprès des amateurs de rugby, notamment parce qu'ils ont quelques joueurs qu'on aime beaucoup. Ils ont ce joueur Skelton qui est à lui tout seul en vaut 2 ou 3, c'est-à-dire que c'est un mec qui arrive à avancer sur tous les impacts de manière quand même assez extraordinaire. Donc je ne doute pas qu'on les reverra. Maintenant, le problème qui se pose à toutes les équipes françaises, c'est que Toulouse, là, est parti, à mon avis, pour un bail comparable à ceux qui sont faits plusieurs fois d'affilée, où ils gagnent 3, 4, 5 fois, parce qu'en fait, là, ils ont une équipe du feu de Dieu, et en plus, l'année prochaine, ils recrutent Anthony Gelonche, qui est le meilleur troisième ligne du championnat de France. Donc, ils avaient déjà une équipe de feu, et ils recrutent ce mec-là, qui est énorme. Donc, ça va être chaud de les battre. Je pense qu'on a une discussion à faire. C'est est-ce qu'un espèce de dynasty, c'est une bonne chose pour un sport aussi. Je pense que ça serait intéressant de comparer avec NBA, NFL et tout ça. Mais je pense que quand même, pour un sport, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais à creuser plus tard. Mais quand même, donc c'était assez aussi marrant parce qu'en face, en même temps, il y avait le final en Angleterre, le Premiership Final, où c'était 40 pour les Harlequins et 38 pour Exeter. Il y avait genre une dizaine d'essais, un truc, un match complètement différent par rapport au nôtre. Il pleuvait pas, Thierry. Ouais, voilà. Pour une fois. Le plus, ça enlève 9 essais. Bref, bon, c'était assez sympa de voir la différence entre les deux. Mais bon, dans tous les cas, bien bravo à Toulouse. Et bon, j'espère tout le best pour La Rochelle par la suite. Exactement. Ok, je pense qu'on arrive finalement à la match que tout le monde attendait. C'est notre tournoi en Australie. L'endroit préféré de notre ami Patrick Tobacco, qu'on a eu l'opportunité d'interviewer. Donc, si vous ne savez pas pourquoi, il faut écouter l'épisode 26. Ouais, 26 vers la moitié de cet épisode, il raconte pourquoi il aime beaucoup l'Australie. Oui, exactement. Ça fait des bons souvenirs pour lui. Allez, Australie. Au début, en fait, quand j'ai vu l'annonce de cette équipe, je disais, attends, c'est les 15 de qui mais en fait, c'est la même équipe qui nous a donné tellement de plaisir pendant le fameux Autumn's Nations Cup que tu m'as dit que personne ne va se souvenir de celle-là. Moi, je me souviens très bien, j'aimais bien cette équipe. Et finalement, j'ai reconnu plein de joueurs. Oui, bien sûr, c'est en fait, les tournées maintenant sont aussi des revues d'effectifs. Hein. On a des gens qui sont très fatigués par la saison, d'autres qui ont été en phase finale, donc qui ne sont pas à la tournée. Donc c'est l'opportunité d'emmener des joueurs qui sont pas dans les premiers plans, mais qui sont en deuxième ligne, on va dire, qui sont pas loin. On a eu cette opportunité avec l'Autumn's Cup, qui était pas loin, mais dans lequel les Français réservistes, entre guillemets, avaient fait preuve d'énormément d'énergie et de talent. Et là, en Australie, c'est un peu la même chose. Il y a quelques tauliers, mais il y a beaucoup de nouveaux. Il y a même un joueur de Pro D2, hein, Melvin Jaminet, qui monte avec Perpignan. Donc, c'est super parce que on a une génération de jeunes joueurs qui ont été, faut-il le rappeler, 2 fois champions du monde des moins de 20 ans, qui sont en train de s'aguerrir un peu partout dans le championnat de France. Et donc, on se constitue un réservoir assez extraordinaire avec une équipe de titulaires et une équipe de réservistes pas loin du niveau des titulaires. C'est cette équipe qu'on voit là, avec plein d'inconnus. Et in fine, on a perdu, d'accord. Mais franchement, on doit le gagner. On va raconter comment ça s'est passé à la fin. Mais on doit le gagner. Donc, cette équipe-là était susceptible d'aller gagner en Australie pour la première fois depuis 30 ans. Donc, bon, ils sont pas si mauvais quand même si on les connaît pas. Ouais. Et Australie, c'était pas une équipe que je connais très bien, mais quand même, il y avait James Slipper avec son cap. Il y a Michael Hooper, c'est leur capitaine, le numéro 6. T'as toujours l'impression qu'il vient de recevoir un droit au visage, ce gars-là, avec 106 sélections aussi. Donc, quand même, une équipe avec une certaine expérience qui avait un Coupe de Monde pas superbe de mémoire, perdu contre Pays de Galles. Mais bon, si on parlait directement au match. Oui, pour planter le décor, il faut aussi se rappeler que cette équipe d'Australie, qui a été 2 fois championne du monde, en Australie, le rugby à 15, c'est un sport minoritaire. Hein, c'est pas du tout comme en Afrique du Sud ou en Nouvelle-Zélande, dans une moindre mesure. Le rugby à 13 là-bas et le Aussie Rules, qui est un sport absolument incroyable avec des joueurs qui sont d'une adresse fantastique, avec des maillots sans manches aux épaules. Là. Faut absolument voir ce sport, c'est dingue. Faut voir ça, c'est absolument dingue. Les mecs sont d'une adresse diabolique et ils ont beaucoup de joueurs de grand talent qui sont au rugby à 13 et au Aussie Rules. Donc, malgré tout, l'Australie, qui est un pays continent, il n'y a pas non plus un réservoir de population extraordinaire. Donc, c'est malgré tout une relativement petite équipe sur la scène mondiale par sa profondeur d'effectifs possible et par le fait que c'est pas le sport numéro 1 là-bas. Donc eux aussi ils mettent des jeunes joueurs effectivement dans le dispositif, mais comme tu le dis, tu avais quand même
Hooper, Banks à l'arrière qui est un super joueur, les deuxièmes lignes qui sont pas des débutants. Donc une très belle équipe, mais ils sont toujours un peu interchangeables. Il y a rarement de stars en Australie, à part effectivement leur troisième ligne actuellement. Quant à l'équipe française, effectivement c'est un peu l'équipe de la Hotons Cup, mais on a vu la valeur de ces joueurs-là. Gérassi, Macalou, Jonathan Danty, Arthur Vincent, Gabin Villiers, Damien Penaud, les trois quarts, c'est quand même pas rien, quoi. Donc moi j'y croyais, et c'est pas passé loin, tu vas nous raconter. Oui, exactement. Allez, on y va. Alors, ce match démarre avec un Marseillaise qui est direct de 1920. Les Australiens, ils ont pleuré de joie d'avoir la chance de botter les fesses de nos petits franchises, mais non, ça va pas passer comme ça. Le match démarre et Damien Penaud a failli mettre un contre. Première attaque des Français, et ça passe. Vincent nous montre ses cannes et aussi son nouveau coupe de cheveux. Mêlé récupéré, Villiers nous montre ses appuis, passe par Danté. Coup de pied raté, mais premier essai pour nous. Quelques minutes plus tard, touche ratée pour nous. Et puis Australie mettre un essai, mais heureusement, passe en avant, ça ne compte pas. La chance continue pour les Français. On gagne le mêlée, on gratte un ballon, on tape en pénalité 8-0. Les Frenchies sont toujours un peu surpris d'être devant. Ils gagnent en confiance avec une séquence défensive. And then, holy shit, Villiers, right down the middle, doublé pour lui. Deuxième passe décisive pour Danté. 17-0 pour la France à 23 minutes. Mais est-ce que ça va durer? Temps faible, pénalité après pénalité contre nous. Malgré une défense plutôt solide, les Wallabies se transforment en rouleau compresseur, si je prononce bien, 15-7. Très bien, rouleau compresseur. Excellent. Donc dans ce premier mi-temps, surtout Villiers et Danté qui sont super présents en défense comme en attaque. Crétin qui pas mal, Jelonge qui montre qu'il adore plaquer. Allez, deuxième mi-temps démarre, ça démarre avec beaucoup de défense, mais c'est les Australiens qui marquent les premiers points en deuxième. 15-10. J'ai eu quand même l'impression qu'on gagne la bataille avec des coups de pied. En tout cas, on ne se laisse pas marcher dessus. Pénalité pour nous 18-10 avec 30 minutes à jouer. Petit effrayeur après un coup de pied à suivre, mais en avant pour les jaunes. On est sous pression dans notre 22, mais on échappe. Le plus que ce match avance, le plus les coachs australiens disent des gros mots. Vers 60 minutes, ils marquent une pénalité côté australien et puis un côté français, 21-13. Entrée de McDermott, qui a le McDo des mulets. Et non, ceci n'est pas un compliment. Pendant 5 minutes, c'est plutôt nous qui imitent la pression. Mais ça va pas durer. Michael Hooper, le mec avec son 6 sélections, il marque un essai. On gagne par un petit point, mais est-ce que ce jeune équipe peut le faire? Des erreurs commencent. Coup de pied direct en touche, en avant. Pénalisé en mêlée. On offre le match aux Wallabies, mais le drop des jaunes est à côté. Le passe au pied n'est pas bon. Danté, l'homme de match pour moi, il nous gratte le ballon, mais ce match devient dantesque. Je peux plus. Théo, est-ce que tu peux prendre la suite, s'il te plaît? Ouais. Parce que on a déjà vu ça quelque part. C'est vrai que c'est dur. On va le raconter factuellement. Cette dernière action est incroyable parce qu'il y a touche pour nous après effectivement ce grattage remarquable de Danty. Donc il n'y a plus qu'à prendre le ballon, le mettre en touche. Et c'est gagné. Et le pire, c'est qu'on arrive à le prendre. C'est-à-dire que Crétin prend le ballon. C'est pas très propre, c'est une déviation. Iribarren n'arrive pas à la contrôler. Il la refile plus ou moins à Jaminet, qui la refile plus ou moins à Penaud, qui la loupe aussi. Ça finit, petit coup de pied, machin, 3 petits tas devant la ligne, pénalité, 3 points, terminé, au revoir. Donc, c'est absolument cataclysmique, même si c'est une tempête dans un verre d'eau, ce n'est qu'une petite tournée dans un match entre guillemets sans enjeu. Mais c'est cataclysmique parce que on avait fait le plus dur et de très loin pour mener tout le match, la dragée haute à cette équipe. Et on fait une action de cadet en fin de match où on ne prend pas le temps de se calmer, de se poser, de dire il y a une touche à faire, on la prend proprement, on la dégage et fin de l'histoire. Donc on a fait contre les Écossais pendant le tournoi, rappelez-vous, une défaite en fin de match avec un Brice Dulin qui aurait dû taper en touche, qui tente la petite relance, machin, patin coup fin, on se reprend le ballon et puis finalement on se prend un essai, on perd le match. Et là, à nouveau, dans les arrêts de jeu, on mène, on est devant et on ne sait pas tuer ce match. Donc ça, c'est quand même un enseignement. Je pense que le staff, tous les joueurs doivent travailler là-dessus. Comment est-ce qu'on fait, même si c'est très dur, tout le monde est dans le rouge, on est fatigué, c'est à la fin, c'est un Australie, tout ce qu'on veut, mais comment est-ce qu'on fait pour faire juste les gestes simples qui doivent nous amener à finir de fermer la porte à clé quand on a tout fait, quoi. Voilà, c'est horriblement frustrant pour eux.
avant tout. Donc j'espère qu'avec le staff, ils vont tirer les bons enseignements et qu'on va avoir des fins de match qui seront maintenant gérées à la lumière de ces 2 catastrophes, fin de France-Écosse en février dernier et fin de Australie-France là, début juillet. Terrible pour les joueurs. Mais c'est vrai qu'on a vu plein de belles choses et c'est important, comme tu dis, en fait, c'est pas la fin du monde parce que c'est un test match en Australie. Bien sûr. Et on a un plaisir fou à voir un Jonathan Danty qui a fait un match énorme, absolument énorme et qui pour moi est quand même un petit peu sous-estimé avec ce 15 de France parce qu'en plus à chaque fois qu'il joue, il est bon, quoi. Donc il est rarement titulaire. Mais quel joueur Gabin Villiers, qui était un joueur de Pro D2 il y a 3 ans, avec des cannes comme ça, il arrive à marquer 2 essais en Australie encore. Ça fait plaisir, on a un magnifique réservoir. Par contre, on manque un peu de bulbe dans des moments clés à la fin, quoi. Voilà, c'est dur. Le bonne nouvelle, c'est que quand même, il nous reste un peu de temps. On a encore 2 ans avant la Coupe du Monde. Et donc, en fait, ça, c'est le genre de choses qu'on va dire, oh tiens, on a un petit problème là, et peut-être on va concentrer sur ce problème-là. Exactement. Donc moi, je suis tout à fait optimiste. Bon, il y a un match retour. J'espère qu'on va le gagner, mais c'est pas donné à tout le monde de mener 15 ou 17-0 les Australiens. Carbonell était un peu emprunté, il rate la première transformation, c'est dommage. C'est pareil, ça c'est des petites choses. Quand tu viens perdre d'1 point à la fin, c'est dommage. Mais pourtant, honnêtement, je trouve que le match était plus qu'honorable. Et encore une fois, on est sur une direction qui est tout à fait encourageante. Oui. Donc, il y a 2 autres matchs pendant ce tournée. Donc, revenez dans une semaine pour parler de ces 2 autres matchs. Absolument. Et on va avoir l'opportunité de parler de nos U20 aussi, qui sont dans le 6 nations en ce moment, qui sont plutôt pas mauvais. Et bien donc, on a hâte de vous voir à notre prochain épisode. Et puis, n'hésitez pas surtout à mettre des reviews comme notre ami Daily Trier, l'homme qui marquait les essais tous les jours, qui nous a fait ce super petit coucou, des 5 étoiles, des petits coucous sur notre Instagram, sur notre Twitter, sur notre Facebook, autant que vous voulez. Et surtout, toujours le rugby au cœur. Allez, à très bientôt et bisous à Charlie et Alban. Bis. Bah oui, Charlie et Alban, vous nous manquez, on vous embrasse.